Ce journal par l'évacuation du camp de demandeurs d'asile sur la place des Amandiers. Oui, il était 8h30. Ce matin, les services de l'État ont procédé à l'évacuation de 174 personnes de la place des Amandiers, essentiellement des femmes et des enfants originaires du Moyen-Orient, mais également de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud. Des personnes présentes sur le site depuis parfois 4 semaines. Ces derniers jours, les services avaient organisé le relogement de 66 migrants. On écoute Frédéric Racon, directrice générale de la cohésion et des populations, au micro d'Isabelle Le Rouge. Prenons les familles vulnérables, surtout les familles avec enfants, des enfants en bas âge en priorité. Et ensuite, nous hébergeons les femmes seules, évidemment, les couples, et c'est tout. Donc, les célibataires hommes, c'est toujours un peu le principe. On peut prévoir de les accueillir et de les installer à la vertu. Il y a de la sécurité, on a mis en place des toilettes, on a mis le nombre de toilettes qu'il faut bien, il y a des douches. Et 158 migrants ont été relogés dès 11h dans des hébergements d'urgence ou en location hôtelière à Cayenne, Matoury, Rémire, Stoupan et Sinamari. 18 autres, surtout des hommes célibataires, seront relogés ce soir. On écoute Cédric Debons, sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, au micro d'Isabelle Le Rouge. C'est une opération d'évacuation, de mise à l'abri des familles présentes sur site dans le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Il n'y a pas de possibilité de bloquer la frontière, et quand bien même la France bloquerait la frontière, pour le droit d'asile, cette fermeture des frontières ne serait pas légale et on se devrait malgré tout d'accueillir les demandeurs d'asile. C'est tout le travail qui est mené, de poursuivre notre montée en charge pour avoir les capacités d'accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile. Depuis 2019, nous étions environ une petite centaine de places en matière d'hébergement des demandeurs d'asile et nous sommes là à 1000 places et plus aujourd'hui. On poursuit avec un projet à Sinamari, un projet du côté de Regina à l'Est, un autre projet aussi sur Matoury. Ça fera à peu près 200 places supplémentaires, sans compter les possibilités que l'on va avoir aussi de mettre en nuitée hôtelière. Le calme est revenu ce matin à Saint-Laurent-du-Maroni. Cette nuit, des heurts ont éclaté dans le secteur Bacalissé. Plusieurs personnes ont exprimé leur colère suite au décès mercredi d'un homme par un gendarme lors d'une interpellation. On va retrouver sur place Pierre Tréfou et Éric Léon. Et oui, Catherine, des tensions palpables à Saint-Laurent-du-Maroni suite au décès de Carlos Pocal, 42 ans et père de 7 enfants, et qui a été abattu mercredi matin par un gendarme lors d'une interpellation. Alors des heurts qui ont éclaté cette nuit dans le secteur Bacalissé. Il n'y a pas eu de blessés ni de grosses détériorations. Des individus ont dressé dans la nuit des barricades pour ensuite les incendier. Des projectiles ont été échangés avec les forces de l'ordre. Alors hier soir, il faut savoir que la famille du défunt a été reçue à la gendarmerie, que vous pouvez voir derrière moi. On a pu rencontrer les cousins, les frères qui nous ont expliqué leur détresse, leur incompréhension face à cette tragédie. Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, nous allons suivre de très près cette histoire, Catherine. Merci Pierre. C'est aujourd'hui la 5e réunion du Conseil du fleuve Oyapock. Elle a débuté ce matin à Saint-Georges. Cette instance permet à la Guyane et à son voisin brésilien d'aborder des problématiques qui concernent nos deux pays. Et pour y voir plus clair, Olivier Damon est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Catherine. Alors comment peut-on présenter ce Conseil du fleuve Oyapock ? Alors il s'agit d'une instance consultative. Le Conseil du fleuve de l'Oyapock est composé d'une trentaine de membres, des institutions, mais pas que. La société civile de chacun des deux pays, donc Guyane et du Brésil, est représentée. Cette année, pour cette 5e rencontre, la délégation française est conduite par le sous-préfet de Saint-Georges et la délégation brésilienne par le secrétaire d'État d'Amapá aux relations internationales et au commerce extérieur. Les travaux, vous l'avez dit Catherine, ont débuté ce matin à Saint-Georges. Et quels sont les sujets de préoccupation cette année, Olivier ? Eh bien, les thèmes abordés sont quasiment les mêmes que lors du lancement de ce conseil en 2013. La santé, l'éducation, la gestion des déchets, les populations amérindiennes du fleuve, dont les problématiques, on le sait, ne sont pas toujours les mêmes que les habitants de la partie désenclavée de l'Oyapock, aussi bien
françaises que brésiliennes. Les projets d'aménagement économique sont également au programme et puis les questions de citoyenneté et de sport. On le voit bien, Catherine, les sujets ne manquent pas. Merci Olivier. 13h08 sur Guyane la première. Catherine, s'est tenue au collège Sainte-Thérèse la journée des origines. Tout à fait. C'est une initiative qui vient des élèves eux-mêmes. Les collégiens et lycéens de Sainte-Thérèse organisent aujourd'hui donc la première journée des origines. Un événement haut en couleur dont l'objectif est de découvrir la diversité et ainsi de mieux comprendre l'autre en faisant la part belle aux identités plurielles. Élèves et enseignants ont tous joué le jeu. On écoute Élodie Malherbe, élève de terminale du lycée Sainte-Thérèse. Elle est interrogée par Guillaume Perrault et Séfiane Nehi. On a voulu prôner la diversité des origines guyanaises, autant dans le sens de représenter son origine avec des drapeaux ou quoi, même dans la langue ou dans la danse. Nous verrons des spectacles tout à l'heure sur ça. Donc voilà, on trouve ça important de représenter l'origine de tout le monde pour que tout le monde se sente concerné. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de dire qu'en Guyane, nous sommes un territoire multiculturel qui prône différentes cultures, religions, etc. Et cette diversité-là qui forme justement l'essence même de ce qu'est un Guyanais. Et autre événement, la semaine égalité hommes-femmes. La compagnie Zoukouyanyan organise un spectacle et des ateliers d'écriture à Cayenne et Kourou. Il est destiné aux femmes. Parmi les ateliers, la création d'une histoire avec des personnages en carton. Le respect entre hommes et femmes y est traité grâce à des métaphores et des ombres projetées sur une toile. Un moyen d'aborder cette thématique autrement que par les mots, comme l'explique Lima Fabien, marionnettiste. Elle est au micro de Véronique Nison et Abel Parnasse. Ça permet de libérer la parole. On a occulté la première phase de se mettre soit en avant, donc on est dans un prolongement du bras, et là on est caché, et là on peut tout dire. Ça permet la créativité, ça permet l'expression. Après, on n'a pas forcément de barrière pour pouvoir raconter. Une des premières questions que je leur ai posées, de combien de langues êtes-vous riches? Donc il y a aussi ce côté langue qu'elles ont chacune, et on peut raconter dans toutes ces langues, on peut imaginer, c'est retrouver un petit peu son âme d'enfant en fait. Quelle a été la place de l'Église dans l'esclavage en Guyane? C'est le thème d'une conférence ce soir à la Maison des Cultures et des Mémoires de Rémire-Montjoly, à 2 semaines de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Une occasion d'en apprendre plus sur cette période. Et l'une des 2 conférencières est l'invitée de ce journal. Bonjour Sarah Ebion. Bonjour. Alors, un thème particulièrement intéressant et on peut dire encore sous-exploité. Et dès l'arrivée des premiers esclaves en 1652, l'Église a été partie prenante dans le processus d'esclavisation, parce que c'est comme ça qu'on dit, hein, esclavisation. Oui, c'est le terme utilisé par l'historiographie pour montrer cette étape, cette intériorisation, et surtout pour mieux comprendre comment le système a pu perdurer et fonctionner. Alors, l'Église, dès le départ, a été là. Oui, dès le départ, parce qu'elle a légitimé la colonisation, la traite, en produisant un discours et une idéologie qui la justifie. Ensuite, en étant un acteur, un régulateur social, un garant de l'ordre esclavagiste, et aussi en jouant un rôle économique, puisque les principales congrégations, comme les jésuites, sont les plus grands propriétaires durant le milieu du XVIIIe siècle. Alors, quand vous dites en légitimant, alors quels étaient les arguments pour légitimer l'esclavage des Noirs ? Alors, il faut bien comprendre le contexte, puisque lors de la découverte de l'Amérique, la question s'est posée de la mise en esclavage des peuples amérindiens. La controverse de Valladolid montre bien les contre-arguments. Et si l'Église a considéré qu'il y avait une évangélisation possible des Amérindiens, pour les populations venant de l'Afrique subsaharienne, le sort a été différent et on a construit un discours autour de texte de la Genèse qui est la malédiction de Cham, qui dirait qu'un des fils de Noé, alors ils étaient 4 qui représentent les nations connues, alors que dans la Bible il n'y a pas d'évocation de la race. Eux considèrent que les descendants de Cham, qui auraient commis la faute de voir la nudité de Noé, ces descendants seraient, leur malédiction serait d'être des serviteurs et des esclaves.
D'autre part, l'autre argument aussi utilisé par les théologiens de l'époque, c'est de dire que comme il y a l'esclavage en Afrique, on ne fait que transporter le système en Amérique. Et donc, en même temps, ça pourrait bénéficier à la couronne ou à l'Église. Donc voilà la légitimation, comment elle fonctionne. Alors, il existait plusieurs habitations tenues par des prêtres, des religieux, dont la plus connue, avec 500 esclaves, était celle de Loyola, pas très loin de Guyane première, avec 500 esclaves. Alors, les esclaves, mieux traités que d'autres, aucune trace de marronnage, mais ce n'était pas vraiment par charité chrétienne. Non, il y avait des notions. Alors, mieux traités dans les conditions matérielles, parce qu'ils restent soumis au même système de dépersonnalisation et de non-reconnaissance de leur humanité, puisqu'ils restent traités par le Code noir. Donc, quand ils commettent des sanctions qui sont prévues, comme le vol de l'indigo, on les soumet aux mêmes sanctions, c'est-à-dire le marquage, le fouet, ça reste les mêmes choses. Là où il y a, selon les sources qu'on a pour le moment, c'est qu'il y a une sorte de conditions matérielles un peu meilleures, notamment dans le soin. Mais il y a aussi, ça peut être aussi un calcul de rentabilité, parce que perdre un esclave, c'est perdre de l'argent, hein, quelque part, ou de la rentabilité. Merci Sarah Ebion. Alors, il y a encore énormément de choses à dire. Alors, pour en savoir plus, la conférence, c'est ce soir à la Maison des Cultures et des Mémoires. C'est à 18h. Vous êtes donc l'une des conférencières avec Madame Choukoutou. C'est la fin de ce journal, n'est-ce pas? Et on a hâte d'être à ce soir donc, pour découvrir cette conférence. Que faut-il retenir, Catherine? Il n'y a plus personne à Cayenne sur la place Auguste Horth, appelée place des Amandiers. Ce matin, le camp de fortune de demandeurs d'asile a été évacué par les services de l'État. Des personnes qui viennent du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud et de la Caraïbe. Ils ont été logés dans des hôtels et des appartements. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information régionale à 18h en radio avec Olivier Damon. À 19h30, vous retrouverez Lélia Chérubin-Jeannette. Bon après-midi sur nos antennes. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane. J'ai passé